Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Monsieur Frank Paquette. Salut Frank, comment ça va? Ça va bien, là. Là, je me sens vidé. Moi, un peu sale. Ça va pas, ça. En commençant, tu dis souvent que t'es né partout. C'est où t'es né pour vrai? Verdun. Ah, c'est moins exotique que je pensais. Ouais, non, c'est ça. Ben, je pense que c'est Martin qui a parti ça, que j'étais né partout, parce que s'il se passe quelque chose dans l'actualité, on commente, on parle d'une place en particulier, une ville du Québec, il y a des chances que j'ai vécu là, puis que je puisse en parler comme si c'était chez nous. Fait que j'ai tellement de chez nous, c'est pour ça, en fait, c'est que j'ai plein de villes natales. C'est parce que j'ai tellement vécu à plein de places que quand j'en parle, on dirait que je suis né là. Puis souvent, aussi, les gens vont retenir la ville qu'ils préfèrent, ou bien la plus proche d'eux autres, ou bien la plus exotique. Fait que... toi, tu viens des îles de la Madeleine? Ouais, oui, puis non. Non. OK, si tu viens... Fait que les gens gardent une impression, mais on ne sait jamais. Mais là, je viens de le révéler, pour vrai, c'est Verdun. Mais j'ai vécu à bien des places. C'est pas parce que ton père était militaire que tu devais changer de place souvent, là. C'était juste parce que... C'est que mon père était divorcé de carrière. Mais au départ, j'ai suivi mon père parce qu'il y a eu des transferts, toute la famille. On est passé d'une ville à l'autre, là, de Montréal à Québec, à plusieurs places à Québec, plusieurs places à Montréal. Je suis allé en Outaouais. Mes parents ont divorcé, là, je passais d'un à l'autre. J'ai fait un séjour en centre d'accueil. Chanceux. Ah oui. Ça devait être rough pareil, là? Non, pas tout. Pour vrai, j'en garde un assez bon souvenir. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Ça a été rough pareil, mais je fais pas partie de ceux qui ont été, heureusement, qui ont été maganés par ce genre d'expérience-là. J'ai pas fait 50 familles d'accueil, j'ai fait un centre d'accueil. Puis ça a été très bénéfique. Puis, d'ailleurs, c'est un des éducateurs là-bas qui m'a initié à la guitare. Puis, okay. C'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare. Mais c'est ça, j'ai vécu à bien des places. Mettons, pour faire vite, on va y aller par région, là, à peu près. Là. Par région administrative. Ouais, c'est ça. Dans la région de Québec, j'ai vécu à Saint-Augustin, à Sainte-Foy, à Beauport, à Loretteville. Je sais que j'en oublie à chaque fois. Saint-Émile. Pense que j'en oublie pas. Montréal, Verdun, Villemort, Ville-la-Salle, Île-Perrot. En Outaouais, 2 endroits à Gatineau, une place à Hull, une ville qui existait dans le temps. À Masson, Angers, à Buckingham. J'ai vécu aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai vécu en Beauce, j'ai vécu à l'Apocatière dans le Kamouraska. J'en oublie sûrement, mais je me suis promené. Ton adolescence, j'imagine... Ça, c'est au look, c'est un préjugé. J'imagine que tu devais pas être un président de classe, là. Il me semble que tu look un peu bum. Mais ça... C'est parce que je suis comme défiguré par des cicatrices de... ouais. Mais t'étais-tu plus un petit bum ou petit ange, même si je me doute pas mal de la réponse? Ben, je pense que j'étais un petit ange les premiers de classe jusqu'à la 4e année, à peu près. Ah, quand même. Après ça, j'étais le petit Christ, là. Je pense que... Je suis pas mal... Ils appelaient ça hyperactif, là, ou petit Christ, là. Aujourd'hui, c'est TDAH, ou des affaires la même. Mais ouais, je suis quelqu'un qui s'est fait expulser de beaucoup d'écoles. J'ai déjà fait 3 écoles secondaires dans la même année, dans la région de Québec. Ouais, ça n'a pas bien été, moi, l'école. Je dirais pas ça. Je fitais pas, on va dire de même. À 16-17 ans, t'as commencé, t'as eu ta première expérience radio à CFIM 92.7 FM. Oui, CFIM, le son de la mer. C'est la station de radio communautaire aux Îles-de-la-Madeleine. Il n'y a pas beaucoup de postes de radio, là. Fait que, ah non? Non. C'est, il y a, je pense, Radio-Canada en anglais, puis... CFIM, je pense que c'est pas mal ça. Puis il y a Radio-Canada en français ou la station peut-être bilingue, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de choix. Fait que, mais c'est une station communautaire, donc on pouvait, en tant qu'animateur bénévole, faire des émissions. J'ai été entraîné là-dedans par une amie qui s'appelle Magnolia Komski, qui est auteure aujourd'hui, très bonne.
Et puis, je faisais ça tous les dimanches, une émission épouvantable qui s'appelait Radioactif. C'était excessivement mauvais, là. C'était mauvais, là, mauvais. J'étais pas un bon animateur, là. Je parlais, j'articulais pas pantoute, puis je mettais n'importe quelle musique, c'était n'importe quoi, là. Du Georges Brassens, du Nine Inch Nails, du Passe-Partout, du Back, du Cannibal Corpse. T'aurais une crowd pour ça, là. T'aurais un auditoire. Ben ouais, aujourd'hui, tu sais, les affaires plus éclectiques, on aime ça, on est plus ouvert, mais je dirais que le public Madelino, surtout à l'époque, qui était plus dans le country puis la musique acadienne traditionnelle, ça pognait pas tant que ça. Mais ça me faisait des beaux dimanches, puis le dimanche, c'était ma journée de congé, parce que je travaillais, j'étais pêcheur le reste du lundi au samedi. Je travaillais sur un bateau de pêche avec mon oncle, qui était capitaine. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. C'était une belle expérience, puis je plains ceux qui m'ont entendu, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'était de la radio en bois rond, là, comme dans le temps. Là. La console, pour ceux qui sont familiers avec ça, il y a des pods ou des potentiomètres qui sont les volumes qu'on monte sur des tracks ou des... Ben, disons, c'était des gros pitons ronds, là, puis il y a des switches, des gros bâtons, puis c'était en bois rond, là, tu sais, on passait des CD, des cassettes, des vinyles, les publicités étaient sur ce qu'on appelle des cartouches, c'est-à-dire une cassette avec une seule bobine, qui dure soit 15-30 ou une minute, 15-30 secondes ou une minute. Puis des fois, tu mal effacé, t'entends la vieille pub en arrière de celle qui joue. Puis là, il faut les faire jouer tight, comme on dit en radio, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de silence entre les éléments audio. Fait que c'était une vraie gymnastique, là. Tu sais, tu prépares ta chanson, tu mets ta pub, clac! Puis là, tu cues ton vinyle avec ton écouteur, oh, puis la pub elle achève, tu changes de clac, clac, tu pars l'autre. Puis tu sais, c'était très physique faire de la radio. T'avais l'air d'une pieuvre, pour vrai. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec les logiciels de mise en onde. Ton amour pour les îles de la Madeleine, c'est parce que tu as vécu là un bon moment. J'imagine aussi avoir travaillé avec ton oncle sur le bateau de pêche, parce que tu vas là pas assez souvent, mais une fois par année, très longtemps, en vacances. Fait que ça vient, j'imagine, de là. Moi, je trouve pas ça long, un mois, mais... ouais, ma mère est madeleinienne. Elle a vécu là plus longtemps que moi. Moi, je suis allé vivre avec... J'allais la voir. Quand j'y vais chez mon père, j'allais la voir aux îles, mais j'ai vécu là aussi pendant quelques années. Et puis, mes sœurs ont vécu là beaucoup. J'ai encore beaucoup de famille là, des tantes, des oncles, mes grands-parents étaient là. Fait que je suis très attaché, puis je me sens très madelino. D'ailleurs, je n'étais pas très très proche de la famille de mon père, c'est plutôt la famille de ma mère. Fait que j'ai été élevé dans ce milieu-là, acadien, puis ma culture, puis mes origines, pour moi, je les vois là. Quand je vais aux îles, j'ai l'impression d'arriver chez moi. Puis n'importe qui arrive là tombe en amour avec la place. Fait que quand en plus, t'es attaché là, tes premières amours, t'es là. Moi, ma première méga peine d'amour, c'était aux îles de la Madeleine. Ah oui, ben oui. 25 ans plus tard, j'ai réussi à la revoir, imaginez-vous donc. Mais non, pour moi, c'est vraiment spécial. C'est une place où, si je pouvais choisir où je vais mourir, ça serait là. Ça serait une bonne place. Les îles de la Madeleine, une belle place pour mourir. Non, je pense pas que ça va faire les... Ça serait pas un beau slogan pour la ville. Là. Venez crever aux îles. Là. Non. Mais pour vrai, je me vois finir ma vie là un jour, c'est certain. Même si je me promène toujours, j'aimerais bien ça finir ça là. On va voir si t'es un bon Madelino. Qu'est-ce qu'il y a? Question, pas piège, je devrais savoir. En septembre, fin septembre, peut-être début octobre, que tu trouves partout aux îles de la Madeleine, que ce soit sur les terrains de l'école, les terrains de la ville. C'est quoi qui pousse partout là-bas? Des fruits, des champignons magiques, des psilocybes à quantité industrielle, il y en a plein. En fait, aux îles de la Madeleine, tout traîne à terre, la bouffe traîne à terre. Il y a toujours une saison de quelque chose. Là. Bon, l'hiver, l'hiver, il y a des phoques à terre. Mais, au début de l'été, c'est plein de fraises. Après ça, c'est plein de bleuets. Après, c'est plein de canneberges. Après, c'est plein de berries. Puis à l'automne, c'est plein de champignons magiques. On en cueillait même jusque sur le terrain de l'école. Là. Ça pousse
vraiment partout. J'ai des amis qui se remplissaient des ziplocs. Puis tu sais, Donc, endroit de prédilection pour les vacances l'été prochain, parce que là, on vient de terminer cette saison, pour remplir vos petits sacs. Là, c'est l'automne. C'est l'automne. Bon, ben, il est encore temps d'y aller. Dépêchez-vous. Bouquez-vous un voyage. Ça doit être pas mal la saison, là, pour vrai. Mais pour vrai, j'ai pas remarqué ça depuis longtemps. Surtout que j'y vais plus l'automne. J'y vais l'été. Puis, je vois certainement pas l'hiver. L'hiver, aux îles, c'est long. Ah, ça doit être rough, là. Ben, le climat est tempéré, hein. Fait que ça rafraîchit. La mer rafraîchit l'air l'été et le réchauffe l'hiver. Fait qu'il fait jamais ben plus froid que moins 10, moins 15. Mais, quand il vente à 95, ben, il fait moins 100. T'sais. Puis, il neige pas beaucoup, mais quand il neige de gauche à droite. C'est un climat particulier, mais les îles, c'est assez tranquille l'hiver. Fait que en fait, c'est tranquille. C'est tranquille pour un touriste, mais si t'as des amis, de la famille dans les maisons, c'est loin d'être tranquille. En fait, aux îles, on dit que l'été, on pêche, on boit, puis on fait l'amour. Puis l'hiver, on pêche pas. On pêche quand même, d'une autre façon. Ben, on pêche des phoques. C'est plus au printemps, en fait. Mais oui, il y a des pêches qui se font l'hiver, absolument. Ouais, il y a des éperlans, je pense, puis mais je suis moins familier avec celle-là. Tu as travaillé aussi dans une ou des usines de transformation de viande. Mm-hmm. Écoute, moi, je veux savoir une écœuranterie. la pire affaire, la plus dégueulasse, là, peu importe celle qui te vient en tête, là. Une fois, on a enlevé la peau d'un veau vivant. Non. Non, la pire chose que j'ai vue, c'était une chose très insalubre. Ça, c'est dans la jeune vingtaine que je travaillais dans ce milieu-là. Un charcutier qui avait dégelé de la viande, de la trim. Quand vous achetez de la viande, un steak, tout ça, ben dites-vous que dans l'animal, vous le savez que c'était pas un beau steak tout coupé. Il y avait toutes sortes d'affaires autour, des ligaments, puis de la viande moins belle, puis du gras. Tout ça se ramasse dans ce qu'on appelle la trim ou la trimure. Puis on met ça dans des sacs à congeler, puis ça sert plus tard à faire des recettes. Tout ce qui est pâté, sauce, spaghetti, saucisses, terrine, pâté de campagne. Donc, cette viande-là, il faut la dégeler avant de la cuisiner pour en faire des charcuteries. Et le charcutier en avait dégelé trop d'avance. Il l'avait pas cuit assez vite et elle s'était gâtée. On va dire comme ça. Et puis, le sachant, il avait décidé de profiter de l'heure du dîner alors qu'il était seul dans l'usine pour se dépêcher de processer cette viande-là. Avec une machine qui marche au gaz! Au gaz! Non, tout à l'électricité, mais les fours sont au gaz. Mais il avait attendu justement qu'il y ait personne sur le plan de travail sur le plancher pour utiliser cette viande-là et la déballer. Moi, j'étais resté parce que j'avais décidé de travailler cette heure-là. Je devais pas avoir faim. Et quand il a déballé ces sacs-là dans la pièce à côté de moi, séparé par une porte battante, l'odeur, tu sais, des fois on sent de la viande, puis hop, je me demande si c'est encore bonne. Ben c'est pas ça que ça sentait. C'était pourri, vert, dégueu. Puis il l'a haché, il a mis les épices, il les a cuites, puis là j'ai dit, t'as pas peur d'empoisonner le monde? Wow, ça cuit tellement longtemps que ça va être... Il y a un job. Moi, j'avais, je sais pas, jeune vingtaine, là, comme on dit, je m'en calissais un peu, mais je me disais juste que moi, j'achèterais jamais de charcuterie, puis plus jamais, puis bon, je l'ai acheté pareil. Mais, tu sais, dans l'industrie de l'alimentation, il se passe bien des affaires dont on ne se doute pas. J'ai aussi travaillé pendant un bout de temps, on lavait des tapis commerciaux, puis on faisait des ménages, puis des sinistres, des choses comme ça. Puis, il y a des restaurants dont la cuisine est franchement dégoûtante. Là. Des fois, quand tu sors un porte-poussière d'en dessous d'un four, puis c'est noir, brun, gluant, visqueux, avec des bébites noyées dedans. Puis pas dans des restaurants dégueulasses, là, dans des restaurants très chers, là, avec des soupers à 200-300$, là, des cuisines dégoûtantes. Les cuisines les plus propres, là, si je me fie juste à mon expérience, là, les cuisines les plus salubres, les plus stériles, les plus propres, c'est genre les fast-food, genre McDo, ces affaires.
Tenez-vous là pour dit. T'es allé au collège CART, appelez ça comme vous voulez, Collège des annonceurs radio et télé, avec ta super formation de 80 heures. Hey, tu devais être ferré pour aller animer en radio en sortant de là. Ah, regarde, moi je suis sorti de là, je chante ça. Voilà. Bonne question. En partant, le nom est suspect, là, quand ça dit annonceur radio. Annonceur radio, c'est un terme qu'on dit plus depuis 20-30 ans. Fait que... C'est peut-être pour ça que le collège a fermé en 2008 d'ailleurs. Ah, fait que je peux les... Bon, ouais. C'était correct pour une initiation. Moi, je voulais me tester pour voir, si j'étais capable d'étudier, voir aussi si ce métier-là m'intéressait assez pour investir temps et argent dedans. Fait que c'était une bonne initiation. Il y avait quelques profs très bons, d'autres qui, selon moi, étaient pas les bonnes personnes au bon emploi. Là. On avait Maurice Roberge, qui est réalisateur de La Semaine verte à Radio-Canada. On avait un autre dont j'oublie le nom qui travaillait sur l'émission Second Regard. Il y avait quelques animateurs quelques profs, je veux dire, qui étaient très, très bons. On en avait d'autres qui étaient plus issus du milieu du théâtre, dont la directrice, qui venait du milieu du théâtre. Puis là, des fois, c'était spécial. Les cours de diction avec cette prof-là du théâtre, c'était pas très adapté au métier de radio. On nous faisait prononcer d'une façon, appelons ça l'accent Radio-Canada exagéré des années 70 ou plus. Mais c'était... Il nous plaçait la bouche, puis il fallait dire des mots comme sculpteur, puis pittoresque. On ne pouvait pas dire pittoresque. Non. Pittoresque. Puis là, je disais pittoresque. Non. Pittoresque. Pittoresque. Puis là, elle m'envoyait dans le corridor, puis là, je pratiquais pittoresque. Mais personne ne parle comme ça dans la vie, ni dans les médias. Je sais pas pourquoi on nous apprenait à parler comme ça. C'était complètement ridicule. Mais... au terme de cette formation-là, de 80 heures les fins de semaine, j'avais appris des choses, mais j'avais pas fait beaucoup de micros. Il n'y avait pas vraiment de studio. C'était un ordinateur, la grosse TV beige avec un micro plugué dedans, dans la prise 1.8, puis that's it. Fait que... Puis je pense que l'examen, c'était comme 15-20 minutes de micro, c'était pas grand-chose. Au terme de cette formation-là, de 80 heures, on était rencontrés par la directrice. Et puis, elle me demandait où j'allais me diriger, qu'est-ce que j'allais faire avec mon nouveau diplôme en carton. J'ai dit, moi, pas vous offenser, mais je m'en vais au CRTQ. C'est ce que j'ai fait, qui est une formation beaucoup plus complète et étalée sur 8 mois, qui coûte plus cher, mais qui vaut vraiment le prix, parce que c'est très, très reconnu. Les profs, c'est des profs qui sont en ondes, des gens qui pratiquent le métier et qui excellent. Là, Louis Lacroix, entre autres, qui est mon prof de technique d'entrevue, qui remplace Paul Arcand quand il est en vacances. On avait, qui est aussi beaucoup sur les médias, beaucoup très présent dans les médias de Québec, au FM 93 notamment, puis un paquet de stations. On avait Alex Renaud, qui, vous direz, googler son nom, lire son Wikipédia, très impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce professeur-là. Michel Binette, un narrateur que vous entendez probablement tous les jours à la télé, à la radio. Fait que, tu sais, les cours étaient très complets. Narration, journalisme, technique d'entrevue, contenu radiophonique, programmation musicale, production radiophonique. Il y avait la télé, il y avait... Tous les aspects du métier sont couverts. Quand tu sors de là, techniquement, tu peux t'acheter une station de radio. Là. C'est sûr que tu n'as pas le bagage qu'il faut. Ni le budget. Mais tu peux occuper presque n'importe quel emploi dans le métier, ce qui fait que moi, avant même d'avoir fini ma formation, si je me souviens bien, j'étais déjà engagé à titre de producteur commercial dans une station de la Beauce qui s'appelait le FM 101.3. Quand tout ce que tu as vécu a changé de nom, pis t'es vieux, hein, c'est ça? Exactement, oui. Ça s'appelle le FM 101.5 aujourd'hui. Oui. J'ai commencé ma carrière là comme producteur commercial et j'animais un show préenregistré de musique country les fins de semaine qui s'appelait Les Super Weekend Country. Puis j'ai commencé ma carrière là. Tu as été animateur radio pour RNC Média, journaliste citoyen. Non. Journaliste pour Choc. Ou Choc, ce qu'on dit, FM 97.5. C'est CHOX, mais on prononçait Choc en nom. Okay. J'étais morning man et le seul journaliste de la station. C'était dommage.
question vraiment rapide. En Beauce, t'es resté là combien de temps? Avant que ça se comme, non, oui, je m'en vais. J'ai pas fait de No Way, je m'en vais. J'ai été là un peu plus d'1 an. Le temps de perdre ma première job de radio, que j'avais volé à l'ancien producteur. C'est fou parce que la radio, ça marche comme ça. C'est des sièges éjectables, tu sais, qu'on dit, puis c'est vraiment vrai. Puis quand tu perds ta job aussi, t'es le dernier à le savoir. Si bien que moi, j'ai été engagé et formé par la personne à qui je volais l'emploi. Puis moi, je le savais, là. Fait qu'il me formait. Moi, lui, il pensait que je m'en venais l'aider à faire de la production commerciale, c'est-à-dire faire des pubs, des sweeps, des images sonores, tout ce que vous entendez en ondes entre les chansons puis les segments d'animation. Des promotions, beaucoup de publicité. J'en ai fait des centaines, c'est pas des milliers. Puis lui, il pensait que je m'en venais de l'aider à faire ça. Il me formait, puis une fois que j'étais formé, au bout d'une semaine ou deux, parce que je connaissais quand même le gros de la job, mais c'est connaître ce qu'il faut faire dans la station. Une fois que j'ai été formé, ben ils l'ont mis dehors, puis ça faisait comme 10 ans qu'il était là, puis moi j'y volais sa job, puis j'étais là, puis moi j'ai pas tout fait plus longtemps. Hein, fait que J'imagine qu'aujourd'hui c'est ton meilleur ami. Non, puis en plus, il est viré conspi. Fait que c'est pas quelqu'un que je fréquente beaucoup. Non, mais c'est quelqu'un que j'ai quand même respecté. Puis c'est pas parce qu'il était pourri qu'il a perdu sa job. Il a perdu sa job parce que la radio, c'est de même. Des fois, bon, on change-tu notre voix des pubs? On essaie-tu une fille le matin dans le mid à la place? Bon, ok, dis au gars qui est dehors. T'es un produit. Puis des fois, il peut décider que le produit est passé de mode, ou ben qu'il est plus adapté au public, ou ben il va essayer un autre style, il pense que ça pourrait marcher plus. Fait que tu sais, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu perds ton emploi en radio, parce que c'est toi le produit. Fait que c'est comme dans un magasin, tu sais, c'est dans un magasin de linge, la collection de 2021, en 2022, ils la mettent en rabais, puis ils s'en débarrassent, puis ils changent le stock. Ben, c'est la même chose en radio. Il y en a qui réussissent à perdurer, puis c'est un exploit. On va aller faire une pause, on va écouter une toune de Dr V, un des deux bands dans lequel François Paquette joue. On va aller écouter Rock ta mère. On vient tout de suite après.
De retour avec Frank Pocket. Frank, une question que tout le monde se pose. Sinon, ben moi oui. Ça vient d'où ton amour pour Jésus et les USA? USA! Ben, les deux, c'est une relation amouraine. On pourrait commencer par les USA. Les USA, c'est un pays que j'aime beaucoup, en fait, mais qui aime bien Chantilly. Mais que je critique beaucoup. C'est parce que t'as tout aux États-Unis. T'as le meilleur comme le pire. T'as des progressistes qui sont plus progressistes que les nôtres. Puis t'as des j'ai le goût d'appeler ça des régressionnistes, des conservateurs qui sont pires que les nôtres. C'est un pays qui est un peu comme fanatique dans tous les pans de sa culture. Ils font rien à moitié. Tout est gros, tout est dans le fond. Tout est, fait que ça a donné des choses extraordinaires, puis des fois ça donne des choses qui sont tout à fait méprisables. Ils font aussi du gaz. Ils aiment bien le gaz, les pick-up, les guns. Ça, c'est la partie que j'aime moins. La droite religieuse, qui est dégueulasse, qui est en train de faire reculer le droit, les droits humains, et surtout le droit des femmes, des minorités, mais en même temps, dans d'autres États, ils vont être super progressistes. En Californie, c'est pas comme au Texas. T'sais. Fait que c'est un pays qui est fascinant. C'est fascinant pour toutes ces raisons-là. Ils sont le fun à suivre. Les États-Unis, c'est un gros film avec plein de rebondissements, plein de bouts invraisemblables, mais vu que ça arrive pour vrai, t'es obligé d'y croire. C'est un gros show. Puis nous autres, souvent, on est un peu comme une copie de ce show-là. Je sais que ça sonne comme péjoratif, puis mais je le pense. Quand la droite monte aux États-Unis, elle monte ici. Là, on est en train de vivre, on vit pas mal les mêmes courants que les Américains avec 4-5 ans de délai. L'essor de Trump, puis toute cette montée-là là, de la droite identitaire, puis de l'idiocratie, on va dire comme ça, de mépriser l'éducation, mépriser les intellectuels, mépriser tout ce qui est progressiste, au profit de mentalité que je dirais jusqu'à primitive des fois. On est en train de le vivre là. On a des copies maintenant de Donald Trump. La droite est en train de monter ici, est en train de se radicaliser. On voit des gens commencer à faire de plus en plus d'intimidation, de violence, à vouloir... On a des... on a des gens ici au Québec, des conspis, pour ne pas les nommer, qui commencent à prétexter le deuxième amendement pour dire qu'on devrait s'armer. C'est même pas notre deuxième amendement. T'sais, ils sont tellement influencés. Puis dans les années 60-70, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est la gauche, c'est le progressisme, les hippies, qui nous a influencés d'un bon côté cette fois-là. Là, c'est un peu moins beau. Mais ouais, ce pays-là, on peut pas... Il faut faire avec. Et il faut compter avec. Il faut le prendre en compte parce que ils ont une influence sur la planète entière, encore plus sur nous. Fait que si on veut analyser, si on veut essayer de comprendre notre culture, la culture canadienne, québécoise, il faut tenir compte du facteur américain parce que il est dominant. C'est notre influence la plus significative. Fait qu'on est obligé de les suivre, je pense, pour comprendre ce qui se passe ici. Même chose avec la religion. Si on connaît pas la religion, on connaît pas notre culture, puis on connaît pas... il manque la base de la culture occidentale. Jésus, je l'aime-tu ou non? Je sais même pas s'il existait. Puis c'est même pas important, en fait, s'il existait. Hein. Ce qui est important, c'est c'était-tu le Fils de Dieu? J'en ai pas eu la preuve. Mais la religion, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. J'étais catholique avant. Mais à la préadolescence, j'ai perdu la foi parce que je me suis intéressé à ça, puis j'ai essayé de réconcilier les croyances avec la raison, puis c'est irréconciliable quand on est honnête avec soi-même. Mais reste que c'est fascinant comme domaine parce que il y a
tellement de choses de notre culture qui est ancrée là-dedans, dans notre religion, puis pareil pour d'autres cultures avec d'autres religions. Puis quand on s'intéresse à l'histoire des religions, moi, c'est ça qui me fascine. Ça me fascine aussi de voir que ça fonctionne encore, qu'il y a encore des gens qui croient. Je veux pas offenser personne, je vous méprise pas si vous êtes croyant. Mais la foi, pour moi, c'est un mystère que ça fonctionne encore. Parce que après 2000 ans où on n'a pas l'ombre d'une preuve de rien de... Je comprends que beaucoup de gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose, ont besoin de croire en quelque chose, mais de voir que c'est encore prédominant, ça a une influence réelle dans la société, surtout la société américaine. On est en pleine élection ici, là, mais puis on pose pas la question là, à nos politiciens sur leur foi, puis ils n'ont pas besoin de mettre ça sur la table. Aux États-Unis, il faut qu'ils le fassent. Si un politicien ne se dit pas ouvertement chrétien, ou pire, s'il est athée, il n'y a aucune chance de se faire élire nulle part. C'est impossible de se faire élire. Moi, Barack Obama, pour vrai, moi, je pense qu'il est athée. Là. Je suis pas mal convaincu que ce gars-là est au moins agnostique ou athée. Mais il peut pas le dire, ça serait un suicide politique, puis même si des fois c'est un suicide professionnel ou même un suicide social. Il y a des familles qui ont dû déménager parce qu'ils étaient dans une communauté très religieuse, dans la Bible Belt, et puis quand ils ont avoué qu'ils étaient athées, ils se sont fait mettre dehors des commerces, crier des noms sur la rue, intimider, ont reçu des menaces de mort. C'est le domaine des sectes, des croyances, tout ça, ça me fascine, parce que je trouve ça étrange qu'avec toute la science qu'on a, toute la compréhension qu'on a du monde réel, que le monde irréel ou imaginaire prenne encore autant de place, puis soit encore aussi considéré comme réel par bien des gens, puis que des gens qui basent leurs valeurs là-dessus, c'est assez épeurant, surtout quand on connaît quand on s'est intéressé plus en profondeur parce que souvent les Québécois vont dire bon, la religion, ça fait pas mal à personne, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais connaissez-vous la religion? Si vous êtes allé à l'église 3-4 fois, ou bien quand vous étiez enfant, vous avez lu les passages choisis par le curé qui font bien paraître la religion, c'est certain que si vous allez à la messe le dimanche, il va pas vous sortir les bouts de la Bible, les bouts de la Bible qui cautionnent l'esclavage, par exemple, là, ou quelqu'un de considéré comme un juste par Dieu donne ses filles, ses propres filles, en pâture à une gang de violeurs, et que c'est la bonne façon d'agir. Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que le personnage de Dieu est extrêmement immoral, génocidaire, cruel. Quand on dit génocide, le déluge dans l'histoire de Noé, là, c'est pas juste une ethnie, là. C'est la race humaine au complet, puis tous les animaux, puis les bébés naissants, puis il a exterminé tout le monde. C'est un être absolument abject, là, quand on lit l'Ancien Testament, là. Puis tu sais, il y a toutes sortes d'affaires C'était le grand reset de l'époque. Écoute, en fait, ce qui est intéressant des religions, c'est qu'elles sont toutes la copie de la précédente. Hein. Le christianisme, c'est un plagiat, là, tu sais, c'est... Puis moi, ça fait longtemps que je le sais, mais des fois, je l'annonce à du monde, puis il me croit pas, puis il dit, ben non, voyons donc, puis tu t'inventes ça, puis je dis, OK, on va aller voir ensemble. Tu sais, je peux te décrire un personnage de cette façon-là en te disant, il est né un 25 décembre. À l'âge de 30 ans, il est parti en mission avec 12 apôtres. Mm-hmm. Il a fait des miracles, il a ressuscité des morts. Il a été crucifié à l'âge de 33 ans, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Tu vas dire, tu parles de Jésus? Non, je parle d'Horus, qui précède de plusieurs milliers d'années l'histoire de Jésus. Krishna, c'est sensiblement la même histoire. Apollonius de Tyane. Tu sais, c'est facile de... Bon, c'est drôle, il me manque le mot français, disprove. En tout cas, c'est facile de démontrer que la religion est fausse. On peut pas démontrer que Dieu n'existe pas parce qu'on peut pas prouver l'inexistence de quoi que ce soit. On peut pas prouver... je peux pas prouver l'inexistence de Dieu comme vous pouvez pas me prouver, hors de tout doute, qu'il n'existe pas des schtroumpfs sur la 8e planète d'un système solaire à 8 milliards d'années lumière d'ici. On peut pas prouver l'inexistence. Puis c'est pas mal ça, là-dessus que ça tient la croyance. C'est là que la foi embarque. Mais
quand on s'intéresse à ça, puis je le fais depuis toujours, je me rappelle même quand j'étais au centre d'accueil, on avait le choix ou non d'aller en catéchèse. Moi, à 13 ans, j'étais déjà pas mal athée, mais j'y allais pareil parce que j'aimais ça, puis je l'aime, le personnage. Jésus, en fait, je vais répondre à ta question, je l'aime, Jésus. C'est un progressiste, c'est quelqu'un d'ouvert, en avance sur son temps. Je parle dans le livre, le personnage de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est appelé Jésus, qui a fait des en tout cas, il n'y a aucune preuve historique, mais le personnage comme tel, je l'aime pas mal. C'était le plus progressiste de son époque. Puis encore aujourd'hui, il y a des belles valeurs morales. Il y en a qui sont des moins belles valeurs morales, mais il y a encore des beaux messages dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour vrai, c'est barbarie, puis croyances primitives, puis des affaires qui n'ont aucun sens, des morales douteuses, pour ne pas dire désastreuses. Mais le Nouveau Testament, puis pour vrai, le personnage de Jésus, j'ai rien contre. C'est mon ami. Le nouveau, l'histoire est meilleure. Ouais, la suite est pas mal meilleure, mais tu sais, il faut dire que l'Ancien Testament, ça a servi de base aux trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme. Ah, tu veux, ben, j'en apprends des gens. Jésus est reconnu dans l'islam, c'est un prophète. Eux autres, ils reconnaissent pas que c'est le Fils de Dieu, mais ils le reconnaissent et le respectent à titre de prophète. Wow! T'en connais trop des affaires sur la religion, toi. Tu parles trop à Anne-Marie. Un peu trop. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu, moi et Pierre. Ben ça, j'ai remarqué, oui. Mais je suis pas du calibre d'Anne-Marie Tappe, là. Je suis vraiment pas là. En 2016, début du podcast, le crachoir. Bienvenue dans cette première édition du nouveau podcast. Comment ça s'appelle donc? Le crachoir. Le crachoir, c'est pour ceux qui savent pas, là, c'est pas un crachoir comme dans les films western, on crache dedans, ça fait ping! Un crachoir, c'est un micro. Puis on se le partage à deux. J'étais avec un gars qui s'appelle Jeff Drouin, avec qui j'ai fait de la radio récemment. Du côté de la web radio, puis on a évolué de notre coche, on est rendu au podcast. Parce que ça a l'air que c'est pas mal là qu'on est rendu, c'est comme ça que ça se fait la radio aujourd'hui. Avec Jeff Drouin. Te souviens-tu, je suis à peu près sûr, ben non, je dirais pas que je suis à peu près sûr que non, mais te souviens-tu des sujets abordés? Puis de la première toune que vous avez fait jouer? La première toune, c'est sûr que c'était en français, probablement québécois, parce que au début, je pense que je voulais juste mettre de la musique québécoise et francophone. Après ça, j'ai eu l'idée des mashups et d'autres choses. Les shows évoluent. La première tune, c'était La Vache de Grimmskunk. Cool. Puis les sujets, ben, je pense que je prenais pas mal des sujets d'actualité, puis je faisais de l'opinion dessus, ou des sujets intemporels. Je pouvais sûrement parler de religion, de politique, de choses comme ça. De religion, sûrement. Vous avez parlé de l'état du podcasting au Québec. Jeff, de sport, bien évidemment, il a parlé de Piquet Souban. On avait Martin avec nous, je pense, à la première émission. Oui. Puis Jeff avait prédit en 2016 que dans 2 ans, les expos seraient de retour. Wrong. Puis dans le podcast, ben, il dit que habituellement, il est tête dans ses prédictions. Mais est-ce que Jeff, pas cette fois-là? Jeff Drouin est vraiment bon en hockey et en baseball. C'est une bible du baseball. Il est aussi bon. Il connaît autant le baseball, je pense, que Martin connaît la lutte. C'est un journaliste sportif qui travaillait avec moi à une station qui s'appelait... Ah, je la nommerai même pas. C'est une station web qui ça n'a pas très bien été. Qui ont eu de la misère à payer tout le monde. Ça a été une entreprise tout croche par des gens qui connaissaient absolument rien au milieu de la radio. Mais moi, j'ai eu chaque scène. C'est parce qu'il y en a qui se sont peut-être pas assez défendus fort. Mais lui, c'était mon journaliste sportif, puis j'avais aimé ça, travailler avec lui. Je l'avais trouvé bon au micro, original. Il y avait un personnage particulier. Il y avait des liners, des running gags. Toutefois, dans les vieux épisodes du Crachoir, moi, c'était ça le running gag. C'est que je parlais de quelqu'un, je critiquais quelqu'un. Toi, comment tu le trouves, Jeff? Puis il disait, moi, je le trouve beau. Lui, il trouvait tout bon. Ouais. Il disait beaucoup ça, Jeff, mais c'est quelqu'un qui était un peu pince sans rire, qui avait un personnage particulier, mais qui connaissait beaucoup son domaine. Fait que je lui faisais faire, évidemment, des sports, parce que moi, je connais rien dans le sport professionnel. Fait que je lui laissais ce segment-là, puis il était très bon. Puis Martin, lui, s'était fait inviter par une amie à aller voir un coach de vie.
toute une expérience. Donc, vous irez écouter ou réécouter ça, le Crachoir épisode 1 sur les archives de Radio H2O Web Media. Ils sont toutes là de l'épisode 1. Et évidemment, on répète une énième fois l'épisode 46, un classique, j'en dis pas plus. Ça doit pas être tellement bon, les premiers épisodes. Puis surtout que moi, j'ose pas les réécouter parce que je dois avoir tes opinions évoluent tout le temps. Hein, Puis je dois avoir dit des choses ou pensé des choses que je pense plus aujourd'hui, que je dis plus aujourd'hui. Non, c'était pas pire. Moi, en tout cas, j'aurais une petite crainte de les écouter pareil pour... Je pense que je me dirais, t'es bien cave, Pocket. Ou peut-être que je me trouverais juste mauvais comme animateur. Mais on n'est pas objectif quand on revoit des trucs qu'on fait. Là. 6 ans en arrière, d'habitude, ça fait mal. Là, j'ai trouvé quelque chose sur Internet. Faut que tu m'expliques c'est quoi ça. Je sortais de Radio X. Ça explique tout. Je sortais de Go Radio X en Abitibi. C'est pas vrai. Faites semblant que tu n'avais pas entendu. Non, je l'assume. J'étais à Go Radio X, mais même si j'étais sous la bannière Radio X, je faisais pas... j'étais pas comme à Québec, puis très orienté à droite. Je faisais sensiblement la même chose que je fais dans le Crachoir. Et pour vrai, tu sais, je veux dire, on peut pas juste planter pour planter tout le temps, puis c'est pas... une station de radio, c'est pas une entité, tu sais, qui est fixe, puis surtout une bannière, tu sais. Moi j'étais à 9 heures de route de Radio X, tu sais. Mais c'est une chose que je peux leur donner à cette station-là, RNC Media, en fait, qui était la compagnie qui possédait ce branding-là, c'est qu'on m'a toujours laissé totalement libre de mes opinions et de faire ce que je voulais avec mon show. Je faisais, tu sais, c'était un show totalement, c'était 3 heures parler, il n'y avait pas de musique, rien, c'était des entrevues, puis je parlais d'actualité, puis j'avais un journaliste qui venait. Mais il n'y a personne qui m'a dit t'es trop à droite, t'es trop à gauche, ou ben fais attention à ce que tu dis, ou ben tu sais, c'est sûr que tu ne commences pas à blaster des clients. Okay. Mais tu sais, mais j'ai été rough à certaines occasions, puis j'ai été moins d'autres, mais ça ressemblait sensiblement, je pense, au Crachoir. Puis c'était une belle expérience, puis j'ai jamais eu de commande, que personne ne m'a jamais dit quoi. Non, ben oui, quand t'as besoin d'une job, tu prends ce qu'il y a, là, t'as besoin de travailler, fait que t'as besoin d'expérience aussi là-dedans. Ben moi, pour vrai, j'étais content d'être à cette station-là, parce que c'était rock, puis j'aimais l'image sonore, puis j'arrivais de Québec, puis c'était dans ma culture, tu sais, puis j'ai été un auditeur de Radio X à une certaine époque. J'ai été un angry white young man, tu sais, c'est probablement que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais peut-être un conspi, pas un conspi ésotérique de sauce, là. Mais je serais peut-être... je serais sûrement contestataire de tout ce qui est autorité, puis les mesures. J'aurais sûrement trouvé ça rough à 20 ans. Parce que j'étais quelqu'un de frustré en général dans la vie. Je faisais pas la vie que je voulais. J'avais pas une vie que j'aimais. Je travaillais une job que j'aimais pas, salaire ordinaire. Puis ça m'aurait, tu sais, j'avais de l'agressivité à passer. Puis ça faisait la job d'écouter ça. Puis tu sais, je créerais peut-être liberté. Tu sais, je veux dire, tout le monde évolue dans la vie, puis il n'y a personne qui est né avec les connaissances, le bagage, puis toutes les influences en partant. Fait que probablement que si je rencontrais mon moi de 20 ans, je le traitais de cette cave, tu sais, probablement. Ben, en tout cas, si jamais je le vois, j'y dirai de ta part. Ouais, mais fais pas trop de baveux. Non, je vais en prendre soin. C'est pas vrai. Je disais, j'ai trouvé ça sur Internet, Frank Pocket, observateur exaspéré. Oh my God. Qu'est-ce que c'est ça? Avec le logo d'une banane. Ah oui, Colin, ça existe encore, cette affaire-là. Oui. C'est une page Facebook qui devait être un blog, je pense. J'ai écrit quelques textes, semble. Il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés sur le site Internet du Crachoir. Mais ça n'a pas duré. C'est quelqu'un qui a fait ça pour moi, parce que j'avais plus de micro à ce moment-là, puis j'avais besoin de m'exprimer. Fait que ça a été ça pendant, je sais pas, quelques mois, puis j'ai juste abandonné ça quand... Ouais, quand je pense que moi, je me suis retrouvé le micro, je pense que ça a fini. Ben là, écoute, t'es retourné à ta première passion, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai lâché ça juste avant d'être journaliste et morning man dans le Kamouraska. Fait que j'en avais assez de... J'étais dans une station de radio, des fois, ça fait ça, surtout les petites stations de région. Surtout si t'es formé, puis t'es capable de faire un peu de tout dans la station, puis que le boss s'en rend compte, tu fais tout.
Fait que j'étais engagé comme morning man et journaliste avec 2 journalistes. Finalement, ça finit que j'étais le seul journaliste, puis l'autre est parti. Puis les animateurs faisaient eux-mêmes leur publicité. Moi, j'avais été producteur radio, fait que quand je fais une publicité, c'est bien fait, ça sonne bien, puis c'est professionnel, puis c'est comme sur les gros marchés. Fait que là, ben, quand le boss s'est rendu compte que je sonnais bien un peu, ben, il a fallu que je fasse les publicités de tout le monde. Puis, tu sais, souvent, tu te ramasses à faire beaucoup de tâches, fait que c'est très formateur. Mais fait que j'avais plus vraiment de temps pour Salvatore Banane. Pour ceux qui le connaissaient pas, ben, c'était Frank Pocket. Vous pouvez le suivre sur la page Facebook Le Crachoir. Bientôt, le jour du Seigneur sur Touski TV. Faut aussi l'entendre, évidemment, via le podcast Le Crachoir. Il joue pour 2 bandes de musique différents, Dr V et La Dubuc. Puis on se laisse avec Comme une conne du band La Dubuc. Frank, tu peux-tu me faire un En Jésus en s'en allant? En Jésus. Bye. Les 2 yeux dans graisse de pin pis le cœur dans Watt. Je me suis tout de suite dit, oh si que ça va faire mal. L'alcool va me rendre folle. L'amour va finir par me tuer. J'attendrai plus comme une conne. J'sac mon camp vers le nord. J'en profiterai pendant que la douleur dort. J'attendrai plus comme une conne. J'sac mon camp vers le nord. J'en profiterai pendant que la douleur dort. Pour me réveiller en regardant les aurores. Ça aurait été pas pire que ça puisse marcher. À te voir aller, t'avais trop la chienne de te causer. Tes excuses en disent long sur tes pulsions. Ta parole vaut pas plus que tes actions. J'attendrai plus comme une conne. J'laisse mon camp vers le nord. J'en profiterai pendant que la douleur dort. J'attendrai plus comme une conne. J'laisse mon camp vers le nord. J'en profiterai pendant que la douleur dort. Pour me réveiller en regardant les aurores. Les jours ont fini par porter ce calendrier. La neige fondue en essayant de t'oublier. Je me suis retrouvé toute seule avec ma gueule. À sourire pour rien en me disant dans le fond que j'étais bien. J'attendrai plus comme une conne. Chaque plus mon camp nulle part. J'en profiterai pendant que la douleur dort. J'ai attendu comme une conne. Chaque plus mon camp nulle part. J'en profiterai pendant que la lueur sort. Pour me réveiller avant qu'il soit trop tard.